Chaque année, Reporters sans frontières fait un classement de tous les pays en fonction de leur respect de la liberté de la presse. Et l'année 2023 est une année encore très intéressante pour l'ensemble du monde. Sur cette carte, nous avons tous les pays répertoriés, du plus ouvert, qui est la Norvège, en tête du classement, au pays le plus fermé, qui est la Corée du Nord, 180 sur 180 pays. Donc il y a de la marge. Et notre beau pays de la France est ici, en 24e position. On voit aussi que elle a augmenté. La France est maintenant un peu plus libre pour la liberté de la presse, ou moins dans le classement. Elle a bien augmenté. Elle est passée de la 26e place l'année dernière à la 24e cette année. Alors, c'est une bonne question quelle est la méthodologie, mais c'est Reporters sans frontières, pas Médecins sans frontières. La Donc la méthodologie, question, c'est quels sont les les critères critères de de Médecins sélection, sans frontières sur ce classement? ils prennent différentes caractéristiques. À la base, c'était surtout une carte pour repérer les endroits où les journalistes étaient en danger pour faire leur travail. Donc, ils ont créé un score, il va de 0 à 100, et qui analyse les différentes caractéristiques du pays. On a relevé les couleurs sur la carte et les indicateurs contextuels. Donc, il y a le contexte politique, par exemple le degré de soutien, de respect et de l'autonomie des médias face aux pressions politiques. Typiquement, est-ce que l'État influence ou non les journaux? Le niveau d'acceptation d'une diversité d'approches du journaliste répondant à des normes professionnelles, parmi lesquelles approches alignées politiquement et autres indépendantes. Ça, c'est aussi important. Est-ce qu'il y a une véritable diversité d'opinions dans le pays ou pas? Ne ris pas tout de suite, on n'a pas commencé. Le degré de soutien des médias dans leur rôle consistant à demander aux politiques ou au gouvernement de rendre des comptes, dans l'intérêt général. Le fameux gouvernement transparent. Je te rappelle que la France a augmenté dans le classement, elle n'a pas régressé. Ah ouais, ça, c'est ça, c'est ça. Il y a bien sûr un cadre légal, donc ça évalue le degré auquel les journalistes et les médias sont libres de travailler sans censure ou sanction légale, ni restriction excessive de la liberté d'expression. Le fait d'avoir coupé l'argent à Télé-France, comment ça s'appelle? France Télévisions. France Télévisions. Oui, oui. Peut-être ça a permis de gagner un peu en liberté. Comme le classement est fluide et que ça s'est passé à des années, on a pu perdre des points lors de l'annulation de la redevance télé et on a pu essayer de regrappiller quelques points par d'autres trucs. Mais oui, tu as raison. Les possibilités d'accès à l'information, sans discrimination des journalistes et la capacité de protéger les sources, ça aussi on va y revenir. La présence ou l'absence d'impunité pour les auteurs d'actes de violence envers les journalistes. Là aussi, il y aura des choses à dire. Le contexte économique, justement, le financement, bon. Les contraintes économiques liées à des politiques gouvernementales, complexité de créer un média d'information, le favoritisme dans l'accord des subventions de l'État, la corruption, les contraintes économiques liées à des acteurs non étatiques, donc annonceurs, partenaires commerciaux et la corruption de journalistes, les contraintes économiques liées aux propriétaires des médias, là aussi en France on va y revenir, vous n'en faites pas, ils sont au programme, lorsqu'ils défendent leurs intérêts commerciaux. Il y a encore deux autres catégories, le contexte socioculturel, donc contraintes sociales, se traduire par du dénigrement, les attaques envers la presse basées sur des questions de genre, de classe, d'origine ethnique ou de religion. Les contraintes... Ça va être un live très long. Je suis désolé, Adam, mais sans déconner, la France, elle respecte rien de ces critères. C'est là qu'il faut rappeler que c'est pas un classement euh, par rapport à une donnée stable, c'est un classement parmi les pays entre eux. Donc, si tout le monde est au fond du panier, forcément,
Même ceux qui sont, je sais pas, dans le top 50 ne sont pas obligés de faire de grands efforts pour être à leur place. C'est comme sur une classe de 20 élèves extrêmement médiocres, t'as quand même un premier de la classe. Mais est-ce que tu peux revenir sur la carte quand même? Juste 2 secondes. Alors, on va voir qui on a devant nous. Oui, il y en a déjà beaucoup devant nous. La Namibie est plus libre que la France. Sur les critères du classement, oui. Est-ce que tu as déjà entendu parler que la Namibie avait censuré quelqu'un parce qu'il était d'origine, je sais pas, arabe ou qu'il était de confession juive? Pas à ma connaissance. Norvège, Irlande, Danemark, Suède, Finlande, Pays-Bas, Lituanie, Estonie, Portugal. Je suis agréablement surpris de l'Estonie dans ce classement. Top 10 quand Canada, Lettonie, Slovaquie, Islande, Samoa, Luxembourg, Allemagne, Namibie. même. On est entre le Costa Rica et l'Afrique du Sud quand même. La France remis à sa place. Sur 180 pays, donc le 99e pays, ça devrait être le pays central, au milieu du classement. C'est le Bhoutan. D'accord. Haïti. Bon, enfin bref. Haïti est maintenant dans le top 100. Mais justement, le classement peut changer, c'est pour ça qu'il y a aussi un indicateur si le pays a augmenté ou régressé sur le classement. Finissons d'abord la méthodologie qui est quand même intéressante. Contexte socio-culturel. Donc, on était là. Les contraintes culturelles, notamment la pression exercée sur les journalistes pour qu'ils ne remettent pas en question certains pouvoirs ou ne rendent pas compte de certains problèmes parce que cela irait à l'encontre de la culture du territoire. Et la sécurité, bien sûr. Les questions portent sur la sécurité des journalistes. Sur cet aspect, la liberté de la presse est définie comme la capacité à concevoir, collecter et diffuser des informations selon des méthodes et l'éthique du journalisme sans risque inconsidéré de dommages corporels, donc de l'homicide, de la prise d'otages, en passant par les violences, les tortures, les arrestations, les détentions arbitraires. Les détresses psychologiques et émotionnelles, par exemple quand il y a de l'intimidation ou du harcèlement, des discours dégradants, des injures. Et le préjudice professionnel, donc perdre son emploi parce qu'on est journaliste, cesse d'équipement ou saccage d'installation. Donc notre beau pays que la France est 24e sur le classement des 180 pays. Si le cadre légal et réglementaire est favorable à la liberté de la presse et à l'indépendance des rédactions, les outils visant à lutter contre les conflits d'intérêts sont insuffisants, inadaptés, dépassés. L'absence de financement pérenne auprès de la suppression de la redevance fragilise l'audiovisuel public. C'est exactement ce que tu avais dit. En dépit de l'adoption d'un nouveau schéma de maintien de l'ordre, plus respectueux des droits des journalistes lors des manifestations, les reporters continuent de faire l'objet de violences policières, en plus des agressions de la part des manifestants. Donc, au sein d'une manifestation, le reporter en France peut à la fois avoir des problèmes vis-à-vis de certains manifestants comme vis-à-vis de certaines actions policières en face. Du pouvoir régalien. Et quand tu es entre le marteau et l'enclume, ça frappe. Non, mais c'est pour ça. Donc c'est ça en fait. Il y a eu moins de manifestations, donc en fait ils ont gagné des points parce que les journalistes ont été maltraités par la police. Mais en revanche, elle a pas plus monté que ça parce que dans ce classement, ils ont coupé les vivres à France Télévisions, quoi. Il y a aussi ça, par exemple. Si le journaliste est incarcéré pour son travail, c'est considéré comme un point négatif. Mais si on réussit à incarcérer le journaliste pour autre chose que son travail, c'est pas entré dans la comptabilité. Du coup, si on arrive à mettre Rudi Reichstadt en prison, est-ce qu'il est considéré comme journaliste ou pas? Selon ce que l'on veut pour le classement. Et oui. D'ailleurs, pour rebondir à ça, tu as vu, Marlène Schiappa, elle a fait son petit comeback. Je le savais. Attends, donc qu'est-ce que tu dis par comeback? Bah, elle revient tout doucement, elle est revenue justement sur tous les débats liés à l'antisémitisme ces derniers temps. Et
Ouais, Elle a annoncé qu'elle porterait plainte contre tous ceux qui l'accusent d'avoir détourné l'argent du fonds Marianne. Donc, on a peut-être potentiellement une plainte sur notre tête de la part de Marlène Schiappa. Mais on l'aime bien, Marlène Schiappa, elle est très sympathique. Je suis sûr que tu as lu tous ses livres. On s'ennuie le soir, tu sais, parfois. Alors, il y a aussi Vagabond. Avant de reprendre, on va faire un petit point sur commentaires. Vagabond qui dit quels sont les critères de Médecins sans frontières pour ce classement dont on les a définis. Je me joins au fou rire d'Yvan, c'est gentil Vagabond. Reporters sans frontières est français ou international? C'est international et ça date déjà de plus de 50 ans. Ça est né à la suite de la Seconde Guerre mondiale, si je me souviens bien. Je trouve ça inquiétant pour le monde si la France est 24e. Ah, à l'échelle mondiale, ça reste encore un bon score, hein. Mais je pense qu'il n'est pas à sa place. Ben, il faut voir aussi, le meilleur pays, la Norvège, sur le barème des 100, n'atteint pas les 100. Il atteint 95%. Et après, il faut attendre 6 points pour atteindre l'Irlande. Et ça descend assez vite. La France, elle est ici, sur le barème des 100 points, d'après ce qu'on a étudié, elle fait 3 quarts. Elle courge 3 cases des bons points. Mais apparemment, les 25% qui restent, c'est ça qui pêche. Et pas qu'un peu. Après, si vous voulez, on pourra, à la fin du live, on pourra voir différents pays pour identifier en fait ce qui les plombe vraiment ou ce qui les met en avant. Mais là, le résumé de Reporters sans frontières est assez intéressant. Pour la France, en tout cas. Paysage médiatique. Le paysage médiatique présente un large éventail de choix dans tous les segments du niveau national et local. En presse écrite, le journal le plus vendu est le quotidien Ouest France. Les chaînes et les stations publiques de France Télévisions et France Radio se disputent le marché audiovisuel avec des concurrents privés. TF1, M6, RTL, BFM TV, et ainsi de suite. Et la montée en puissance de l'homme d'affaires Vincent Bolloré, qui met en œuvre des pratiques d'intimidation, peut provoquer un bouleversement du secteur. Reporters sans frontières n'est pas obligé de prendre certaines pincettes quand il parle. Contexte politique. Les médias français sont indépendants du pouvoir politique et peuvent demander aux responsables politiques de rendre des comptes dans l'intérêt général. L'indépendance de l'audiovisuel public est cependant fragilisée par l'absence de financement pérenne après la suppression de la redevance télé en 2022. C'est ça qui avait plombé la France davantage sur le classement et qui fait que lentement maintenant, elle remonte. Oui, mais elle a toujours pu les aides et si Oui, en mais fait là, c'est sur la forme d'un don d'État et elle décide de donner le don ou pas en fonction de ta ligne éditoriale. Donc en fait c'est pire qu'avant sur la liberté de la presse. sur l'indépendance des médias publics vis-à-vis du gouvernement. Ouais. Bah oui, puis c'est les organes de France Télévisions, donc Ouais. forcément c'est censé être la télé d'État. Non, justement. D'après Reporters sans frontières, il peut exister une télévision financée par le public mais qui n'est pas influencée par l'État. L'État doit simplement garantir aux médias publics. Initialement, c'était ça, Initialement, oui. France Télévisions, parce que justement, la redevance, elle permettait de garantir justement la liberté justement éditoriale de France Télévisions. Mais là, justement, c'est l'inverse. C'est qu'elle est obligée d'adapter son discours pour faire plaisir au chef afin d'obtenir des dons. C'est pour ça que il le dit justement, que l'indépendance est fragilisée, que le mot est un peu faible, par l'absence des financements pérennes après la suppression de la redevance télé. Les attaques verbales de la part des politiques qui virulentes dans les partis les plus à gauche à droite semblent être atténuées. C'est vrai que Mélenchon, Marine Le Pen, ceux qui sont un petit peu dans l'extrême du paysage politique, si on peut appeler ça encore des extrêmes, sont beaucoup plus calmes sur certains vocabulaires qu'ils utilisent récemment. Contrairement, par exemple, à la vidéo que l'on a en interlude qui vous montre l'éventail du vocabulaire de nos chers politiciens. L'emprise des relations publiques et de la communication est malheureusement de plus en plus intense. Donc, effectivement, ici, ça pêche. Cadre légal. Le cadre légal est globalement protecteur de la liberté de presse des journalistes. Mais des lacunes demeurent en matière de protection des sources des journalistes, après une censure par le Conseil constitutionnel d'un texte adopté en 2010. Et de répression des procédures bâillons qui ont menacé en 2022 Mediapart et Reflet.info. En 2022, le Conseil d'État a demandé au régulateur, l'ARCOM, de donner suite au recours de Reporters sans frontières contre la société Eutelsat, opérateur satellitaire,
partiellement contrôlée par l'État français qui permettait la diffusion des chaînes de propagande russes. Ça, on est pensé même à l'inclure dans le sujet sur la liberté de la presse, mais en fait, étudier toute la propagande russe, américaine, tu peux rappeler ce qu'est l'ARCOM, désolé. L'ARCOM, c'est l'organisme qui dit ce qui est légal de diffuser ou pas. La police des médias. C'est ça. Si je me trompe pas, à l'instant. Non, t'as raison. Autorité de régulation de la communication audiovisuelle numérique. Donc, c'est pas juste la télé-radio, c'est tout ce qui est numérique aussi. Donc, sur Internet aussi, ils ont leur mot à dire. Mais bref, le côté propagande, que ce soit russe, française, ou américaine, ou chinoise, on en reparlera dans un autre sujet, ce sera intéressant. Parce qu'il y a beaucoup à dire, en fait, et à voir. Contexte économique. La baisse des recettes publicitaires pendant la pandémie de Covid-19 a été en partie compensée par la hausse des abonnements en ligne par l'aide de l'État. Le cadre légal reste insuffisant pour lutter contre les concentrations verticales des médias dans les mains d'une poignée de propriétaires. Ça, c'est un point très important. Il n'y a pas suffisamment d'outils pour légalement empêcher qu'il y ait une concentration des médias dans un tout petit groupe de personnes. Alors que la loi prévoit des obligations d'honnêteté, d'indépendance et de pluralisme de l'information, elle est inadaptée pour garantir leur respect et le régulateur agit insuffisamment pour imposer leur application, notamment face à certaines chaînes qui tendent à devenir des médias d'opinion plus que d'information. Là, vous avez tous des médias qui vous viennent à l'esprit. Contexte socioculturel. Le niveau important de défiance envers les journalistes se traduit ces dernières années par des attaques verbales ou physiques, notamment lors de rassemblements contre la politique du gouvernement dans le domaine sanitaire ou social. Oui, en fait, bref, le Covid a été un révélateur pour plein de choses. Les journalistes ont également été la cible d'attaques physiques et en ligne de la part de mouvances d'extrême droite, d'extrême gauche, d'islamistes ou de complotistes. Les journalistes environnementaux sont régulièrement intimidés. Et le cinquième point, la sécurité. En dépit de l'adoption d'un nouveau schéma national du maintien de l'ordre plus respectueux de la liberté de la presse, les reporters ont continué à faire l'objet de violences policières en plus des agressions de la part de manifestants. Plusieurs journalistes bénéficient de la protection de police en raison de la menace de la part des terroristes islamiques qui ont massacré une partie de la rédaction de l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo en 2015. Sur cette affaire aussi, on y reviendra. Donc, le Reporters sans frontières est intéressant parce qu'il dit que, en théorie, au niveau de la loi, c'est OK, mais les outils pour l'appliquer pêchent. Ça pêche parce que les médias publics ne sont pas indépendants du pouvoir, qu'il y a des propriétaires qui peuvent s'emparer de la pluralité des médias. C'est déjà le cas. C'est exactement ça, c'est ça, c'est le cas, c'est la situation actuelle. Donc, il y a 3 points sur lesquels on peut intervenir, sur lesquels on peut définir justement cette liberté de la presse en France. Il y a la loi et la façon dont elle est appliquée. Il y a ensuite la loi du marché ou l'économie. Donc, ceux qui ont plus il y a de propriétaires de médias, plus il y aura une diversité d'opinions possibles, parce que en général, quand tu as un nombre réduit de propriétaires, tu as une polarisation des opinions. Et le dernier aspect, c'est justement, pour la liberté de la presse, le de facto, la sécurité. S'ils sont en danger pour leurs opinions et pour leurs informations ou pas. On va commencer rapidement par un tour des lois en France sur ce qui nous permet d'avoir une liberté de la presse ou ce qui nous en empêche. Parce qu'il y en a des deux sens. Alors d'abord, sur Public Sénat, nous avons cette vidéo qui parle de ce qu'est la liberté d'expression. Oui, te lire, attends, on va te lire. Voilà. On en débat beaucoup depuis l'assassinat de Samuel Paty par un terroriste au motif qu'il avait montré des caricatures de Mahomet à des élèves. Mais c'est quoi la liberté d'expression ? La liberté d'expression est un héritage de la Révolution française. Elle est inscrite dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789. C'est une liberté fondamentale de chaque citoyen. L'article 11 stipule « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. » Pour le constitutionnaliste Jean-Philippe Desrosiers, c'est la liberté la plus fondamentale car elle conditionne l'exercice d'autres droits démocratiques. C'est à partir d'une expression libre
qu'on aboutit à la fabrication de la loi par le peuple souverain et donc à la démocratie. Aujourd'hui, la liberté d'expression est toujours un droit inaliénable pour chaque citoyen français car la Déclaration des droits de l'homme de 1789 est inscrite dans le bloc de constitutionnalité, c'est-à-dire qu'elle est située au sommet de la hiérarchie des normes, au même titre que la Constitution du 4 octobre 1958 ou encore de la Charte de l'environnement de 2004. Mais la liberté d'expression n'est pas une liberté absolue. Comme toutes les libertés, ces abus peuvent être sanctionnés dans la mesure où elles nuisent à autrui. Pendant longtemps, les auteurs, éditeurs, journalistes se sont battus pour défendre leur liberté d'expression contre la censure de l'État. Mais aujourd'hui, ce sont parfois les abus de cette liberté qu'il faut combattre, notamment sur les réseaux sociaux. Les supports d'expression se sont démultipliés grâce aux réseaux sociaux, et avec eux, les abus de l'exercice de cette liberté, comme l'injure ou la diffamation. Ces limites à la liberté d'expression sont fixées dans une loi qui fêtera bientôt ses 140 ans, la loi du 29 juillet 1880. Quand il y avait encore un contrôle des zones d'impression, c'était assez facile en fait pour le gouvernement d'imposer ce qui pouvait sortir ou pas. Mais la révolution numérique a permis à nouveau à tout un chacun de pouvoir s'exprimer à grande échelle. On en vient encore une fois. Ce qu'ils détestent par-dessus tout, c'est l'absence de contrôle total des choses. Et Internet, justement, a ouvert une énorme porte à ça. Diana Prince dit, les réseaux sociaux, c'est plus un problème d'éducation. Non. C'est l'expression, je pense que c'est le miroir de la société, dans son plus simple appareil. Mais justement, il y a ça. C'est qu'avant, disons, avant l'arrivée d'Internet, parce que c'était assez régulé au niveau de la presse écrite, on considérait que même si un imbécile imprimait un tract d'insultes et le collait quelque part, bien que ce soit une injure, les gens étaient assez intelligents pour pouvoir dire c'est une insulte, je la prends pas en compte, c'est une injure ou c'est de la diffamation. C'était aux gens de faire le travail intellectuel de comprendre que l'information était fausse. Mais là, l'État, au nom de régulariser l'information, dit que l'insulte, l'injure, la diffamation doit être contrôlée. Et elle peut coller sous injure ou diffamation tout ce qu'elle veut. Moi, je vois aussi, surtout pour revenir à la question, enfin, à l'affirmation de Diana Prince dans le chat, sur les réseaux sociaux. Moi, je pense surtout qu'avant, on était dans notre microcosme, donc les gens qu'on fréquentait, donc oui, on avait un imbécile, l'idiot du village. Ou deux, voilà, l'idiot du village, on en connaissait tout ça, mais il était isolé. Il était isolé dans notre milieu. Tandis que le pouvoir des réseaux sociaux, c'est que tu peux voir toute l'expression de tous les idiots du village en même temps. En fonction du sujet où tu vas aller, tu vas avoir forcément plus ou moins d'idiots du village. Tu trouveras toujours quelqu'un pour dire oui à tes... Ah non. Non, on n'est pas les idiots du village. Peut-être, si. On est tous l'idiot de quelqu'un. Mais ça dépend de quel village, alors. Mais c'est ça. La régulation avant était faite par ce que tu étais contenu dans un environnement physique, un microcosme. Avec Internet, pour l'expression, ça a brisé tous les verrous. On est sur un macrocosme. Voilà. Et donc, il faut le réguler parce que ça fait peur à l'État quand on ne peut pas contrôler. Et Vagabond qui dit, on revient à la cour d'école où la maîtresse fait la police. Ah là, il n'y a pas de sous-texte, d'accord, oui, c'est bien. Continuons. L'abus de l'exercice de cette liberté, comme l'injure ou la diffamation. Ces limites à la liberté d'expression sont fixées dans une loi qui fêtera bientôt ses 140 ans, la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Cette loi sanctionne les propos, écrits ou oraux, comme la provocation au crime ou au délit, comme l'injure ou comme la diffamation tenue dans un cadre public. À l'époque, les injures se soldaient souvent par des duels. Aujourd'hui, on les amène devant le tribunal pénal et elles se soldent par des amendes ou même des peines de prison. Des duels d'avocats. Encore une fois, tu vois, c'est Public Sénat. Pourquoi on en est arrivé du duel au tribunal? Parce que c'est l'État qui a voulu que ce soit comme ça. Et maintenant, ils sont en train de se plaindre de la situation qu'ils ont eux-mêmes créée. C'est fabuleux. Il y a énormément d'incohérences dans cette vidéo qui me dépasse. Mais c'est pour ça que c'est intéressant à voir, parce que c'est typiquement l'idéologie de l'État. Oui, bien sûr. Alors par contre, oui, c'est ça, c'est totalement l'idéologie qu'ils veulent.
Puis d'où on met une incitation à la haine au même niveau qu'un outrage ou une injure. Enfin, le degré, la proportion des valeurs, tu vois. Et c'est pour ça, j'ai dit, la propagande, on en parlera, mais dans une fois, parce qu'il faudra mettre ça en écho avec d'autres qui sont tout aussi intéressantes à voir et belles à déceler. Vagabond dit, et on s'étonne que la justice est au ralenti, elle a choisi de s'occuper de pacotille. Elle s'occupe tellement de pacotille qu'elle est bouchée, qu'elle est enclavée. Elle s'est auto-amalgamée. Voilà. Elle est empâtée dans tout un océan de paroles qu'elle doit contrôler. Mais bref, il y a eu justement, au niveau des lois, des choses qui nous font aller en avant et des choses qui nous font reculer. Par exemple, la loi qu'elle a évoquée, celle de 1881. Est-ce que c'est là, est-ce qu'elle la montre ou pas? Oh, d'accord, non, c'est juste en fait un peu de truc. Elle a été réactualisée en 2014. C'est une loi qui autorise justement à s'exprimer librement à travers la presse. Elle était juste arrêtée par le fait que l'on n'avait pas le droit de diffamer quelqu'un dans un journal. Et ça a été en 2014 élargi à Internet parce que avant c'était concerné uniquement la presse écrite, éventuellement encore l'audiovisuel, mais il y avait une limite à cette loi. Alors que sur Internet, on était libre de dire tout ce qu'on voulait. En 2014, la menotte a été renforcée autour du poignet aussi des internautes. Mais il y a aussi des lois qui font aller en avant. C'est pour ça qu'ils veulent déléguer avec la DSA. Enfin, la DSA est un outil en fait beaucoup plus précis pour cibler les gens. Oui, il a plusieurs utilités, mais en partie, ça fait partie des avantages. C'est une délégation de pouvoir. Par exemple, les avancées qu'il y avait eu, qui étaient citées aussi dans l'article de Reporters sans frontières, quand il y avait eu la proposition de loi pour renforcer la protection des sources des journalistes. C'était en 2010, et la loi devait faire que les journalistes avaient le droit de ne pas divulguer leurs sources. Ce qui est capital, parce que à partir du moment où on garantit qu'un journaliste, lui, peut garder pour lui la fameuse protection de la source. Ouais. C'est ça. Ben, on sait plus facilement à parler aux journalistes pour leur dire ce qu'ils déconnent. Alors que si on fait c'était ça, et il y a eu des tentatives et il y a eu des actions même illégales de la part du gouvernement pour... Notamment les fameuses perquisitions de Mediapart à l'époque. Par exemple. Il y a une loi, mais il n'y a pas les outils pour l'appliquer, ou alors elle n'est pas respectée. Vagabond, il y avait une combine pour passer l'insulte sous forme d'art, ça concerne les Zemmour, il me semble. L'art et la politique ont toujours fait bonne presse ensemble. Je réfléchisse un instant. Parce que ça, c'est... Par exemple, comme une autre loi de recul, c'était après les attentats en 2015. Ben, en 2016, il y avait une loi qui était passée sur la lutte contre le terrorisme et la sécurité intérieure. Et là, ça a autorisé les autorités à avoir une surveillance électronique plus complète et collecter les renseignements sans devoir... La fameuse loi d'exception qui est rentrée dans... dans la loi courante. Ordinaire, ouais. C'est l'état d'urgence qui devient l'état général. Ah, bonjour, Dom Mort. Bonsoir. En résumé, en fait, on parlait du classement de la France sur l'échelle de Reporters sans frontières qui classe quand même la France à la 24e place sur 180 pays. Et on explore justement tous les anicroches de la France. Là, pour l'instant, on en est au cadre légal. La loi sur le secret des sources, la loi sur la lutte contre le terrorisme et la sécurité intérieure. Passons au secret des affaires. La loi sur le secret des affaires, c'était pour protéger les entreprises par les journalistes, qu'elles pouvaient conserver leur propre secret de production, etc., et qu'elles ne devaient pas révéler aux autres. Et les journalistes avaient interdiction de fouiller dans les affaires de certaines entreprises, dans l'acceptation large de la loi. Ça, c'est une loi spéciale pour Ruffin. Après son merci patron, quand il a infiltré les réseaux Bernard Arnault et... Avant, on disait explorer, aujourd'hui, on dit infiltrer. L'infiltration, c'est quand on entre sous couvert de notre identité chez quelqu'un. Là, il a juste fait du tourisme et il est revenu, il a écrit un guide aussi. Non, il y a quand même eu tentative. Hein. Il s'est caché, il s'était même...
grimés pour pas être reconnus. Mhm. Non, mais après, c'est aussi... l'infiltration fait partie aussi de la dénomination du journaliste, tu Oui, vois. le journaliste a le droit de nier son identité, d'en choisir une autre. Un instant, je coupe avant que la vidéo soit activée. A été placé sous surveillance. Le journaliste a droit à avoir des outils pour s'informer, dont l'un, c'est de nier son identité et de se faire passer pour quelqu'un d'autre. Ce n'est pas alors à ce moment-là considéré comme un mensonge, mais comme un outil, un subterfuge pour pouvoir avoir accès à une information qu'il n'aurait pas eu en tant que journaliste. Bien. La loi sur le secret des sources de journalistes, voilà, on va la faire passer. Vous allez voir qu'il y a la loi et la façon dont elle est appliquée. Un journaliste du Monde mis sur écoute, Gérard Davet, qui a déjà été placé sous surveillance après l'affaire Bettencourt, l'a été une nouvelle fois dans l'affaire du gang des barbares. Alors pour résumer, une juge a saisi l'IGS, la police des polices, pour savoir qui avait brisé le secret de l'instruction en fournissant des informations à notre journaliste. Les factures détaillées de Gérard Davet ainsi que de Piotr Smolar, un autre de nos collaborateurs, ont été épluchées. Et Gérard Davet a été mis sur écoute. Ses conversations avec sa femme, avec ses enfants, avec d'autres témoins pour des affaires sensibles ont été minutieusement notées. Franck Johannes, vous avez écrit l'article sur cette affaire. Pourquoi c'est possible de porter encore atteinte au secret des sources aujourd'hui? Qu'est-ce que dit la loi en vigueur? Il y a deux types d'écoutes. Il y a les écoutes administratives, faites par la police d'autorité, et les écoutes judiciaires. Là, on est dans le cadre des écoutes judiciaires. Formellement, une juge d'instruction, pour faire son instruction, a le droit de faire des écoutes. Le code pénal français le prévoit. Mais on est un petit peu à mi-chemin d'une nouvelle jurisprudence. La Cour européenne des droits de l'homme, depuis très très longtemps, a souligné que le secret des sources était une des pierres angulaires de la liberté de la presse et donne des conditions très 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 précises pour qu'on puisse le faire. Elles ont été respectées là? Non. Évidemment non, car il faut que ça soit proportionné au crime ou au délit commis. Là, il s'agit du recel de violation de secret de l'instruction. C'est-à-dire qu'un journaliste est passé outre le secret de l'instruction, ce qui est notre droit le plus strict, et on passe notre temps à le faire ça. Le journaliste n'est pas soumis au secret de l'instruction, contrairement aux magistrats. Il y a beaucoup de magistrats qui continuent de passer outre la législation actuelle. Eh bien, on en découvre de nouveau toutes les semaines. Là, on a appris cette affaire un petit peu par hasard, et il y en a eu déjà plusieurs autres. Et je pense qu'on aura d'autres surprises et que ça continue effectivement un peu partout. Alors une promesse de François Hollande pendant sa campagne était de renforcer cette protection, d'interdire toute atteinte au secret des sources, dont les écoutes, dont les réquisitions de fadettes, avec des sanctions pénales à la clé. Ça va vraiment changer la donne, cette histoire, où il existera toujours des moyens de contourner cette future loi pour les magistrats. Il y aura des moyens de contourner cette loi et c'est heureux. Il ne s'agit pas que le secret des sources soit total, immédiat et intangible. Le garde des Sceaux a présenté au Conseil des ministres le 12 juin un projet de loi qui est déjà une grande avancée par rapport à ce qui existe maintenant. Notamment, les magistrats devront demander à un juge des libertés et de la détention de statuer sur la raison pour laquelle il faut chercher les fadettes. Il y aura un garde-fou en fait entre le magistrat et la mise sur écoute. Voilà, avec un texte, une ordonnance motivée. Et par ailleurs, autre avancée dans ce texte, qui n'est toujours pas voté, qui a juste été présenté au Conseil des ministres, c'est l'interdiction de poursuivre les journalistes pour recel de secret de l'enquête, de l'instruction et de l'intimité de la vie privée, qui sont les trois fondements sur lesquels les écoutes sont faites, en fait. Merci beaucoup Franck, et pour revenir sur cette nouvelle affaire de surveillance, dans le détail, vous pouvez... Alors là, la faille de la loi, en fait, principale, c'est la proportionnalité du droit d'écoute par rapport à l'enquête qui est menée. Ouais, le niveau de gravité, quoi. Si vraiment ça porte atteinte à la sécurité publique ou non. Mais c'est une notion assez vague quand même. Et c'est là-dedans que justement on s'insinue. Bon, écoute. Et là justement, il rappelle les fondements qu'il y a dans la liberté du reporter, c'est qu'il doit pouvoir collecter les informations, il doit pouvoir recueillir les informations, les collecter et les diffuser. Et là, avec la source, ça casse en fait la possibilité de pouvoir les collecter parce que la source a peur de pouvoir parler, donc elle est coupée du journaliste. Il ne peut pas les collecter non plus parce qu'il peut être mis sur écoute. Et la diffusion, en fait, elle, ça dépend des médias qui sont prêts à diffuser les reportages. Vous voyez, il y a des lois qui vont en avant dans un sens, mais aussi certaines lois parce qu'elles ne sont pas appliquées, ou d'autres lois carrément, elles sont là pour bloquer la possibilité d'enquête des journalistes.
Bah, maintenant, de toute façon, ça a évolué, puisque maintenant, les journalistes sont invités à l'Élysée pour dire Non, on facilite l'information. Tu as le président qui dit, venez journaliste, je vais vous dire ce que vous devez dire, parce que je dis la vérité. Mhm. Et notre président Et ils sont obligés élyséen, de signer des papiers de confidentialité où ils n'ont pas le droit de révéler, ils n'ont pas le révéler droit ce de qui est. dire ce qui a été dit, mais ils sont obligés de le dire. C'est la beauté de la chose. C'est la beauté de la chose. Vous n'avez pas le droit de dire comment je vous l'ai dit, mais vous direz ce que je vous ai dit de dire. Tu reviens ne serait-ce que 20 ans en arrière, aucun journaliste aurait été à l'Élysée, Mhm. dans des conditions pareilles. Peut-être que le problème viendra aussi au niveau du journalisme, des écoles de journalisme. Des écoles de journalistes aussi, mais du système de diffusion ensuite des reportages. Parce qu'à partir du moment où tu as des groupes de médias qui diffusent les informations, et que ces groupes médiatiques sont en corrélation avec tel gouvernement ou tel autre gouvernement, ben, les journalistes, quand ils signent chez cette entreprise, ils savent qu'ils signent pour ce parti politique. Ah oui, bien sûr. Bah, tout comme intégrer telle école. En fait, on en vient là. Si tu vas à l'école de journalisme de Lille, tu sais que tu vas finir pour Bolloré. Parce que les entreprises font leur marché dans ces écoles-là. Et investissent, font des dons, justement, dans ces écoles-là. Ben, c'est pour ça. Mais c'est pas de l'argent envoyé au hasard. Par contre, une des avancées intéressantes qu'il y avait eu l'année dernière, c'était la mise à jour du statut de lanceur d'alerte. Il ne s'agit pas à proprement parler de journalisme, mais le lanceur d'alerte, maintenant, est protégé par une loi du 21 mars 2022, oui, on l'a noté là, et ça le protège lui, ça définit davantage quelles sont ses possibilités, quand est-ce qu'il a le droit de lancer une alerte, donc il faut que qu'il sache qu'il y ait une illégalité, qu'il ne puisse pas la révéler à quelqu'un de sa hiérarchie, qu'il faut directement qu'il aille dans le public, et ça le protège lui et aussi son entourage élargi, donc sa famille, etc. Alors qu'avant, le lanceur d'alerte, ben, on pouvait éventuellement le protéger lui, mais pour sa famille, il devait se gratter, ce qui réduisait grandement en fait sa possibilité d'action. Là, c'était pour le côté légal en fait. À l'instant, il y a plusieurs commentaires. La France innove dans le domaine de la liberté de la presse, le dit Vagabond. Oui, Macron a révolutionné plein de choses. Et la liberté de la presse, il la réinterprète à sa façon. Mais il est doué. La Mozart à la finance. Libre de dire ce qu'on nous demande de dire. Oui, la liberté, sous cet aspect-là, ça marche très bien. Dom rajoute, on dirait une loi pour traquer ceux qui voudraient dénoncer quelque chose ou lancer une alerte sur les agissements louches. Il suffit de voir le traitement d'Assange. Oui, c'est un exemple comme un autre, et ils le disent, il n'y en a pas qu'un. Mais justement, ça c'est l'aspect légal. Il y a la loi, la façon dont elle est appliquée. Mais maintenant, il y a aussi, en dehors, outre le cadre légal, il y a le cadre économique. Et en France, malheureusement, on n'est pas un pays qui a une diversité immense dans les opinions des journalistes parce qu'ils sont obligés de passer par des canaux. Ils sont canalisés. Il me semble qu'il y avait eu un sondage il y a quelques années comme quoi le métier le plus détesté par les Français, c'était journaliste. Bien Comment les avant. banquiers et les contrôleurs fiscaux ont passé. Je te jure, je crois que le métier le plus détesté dans l'un des derniers, peut-être ça a changé, hein, mais c'était journaliste. C'est le contexte socioculturel dont parlait Reporters sans frontières. Les journalistes sont dénigrés à la fois par le pouvoir, par la police, et dans les manifestations aussi par les manifestants. Oui, mais à la faute à quoi? Reportage BFM TV. Mais il y a de ça. Il y a justement un mélange. Dans le sens que, quelle que soit l'opinion que tu défends, tu trouveras toujours un groupe médiatique pour te contredire, pour te condamner. Et ils ont leur tête de proue, leur chaîne, ils ont leur chef de file. Et justement, sur cet aspect-là, pour la France, on a ce joli petit reportage, pas trop daté. Non, parce que là, il parlait de l'époque de Hollande, donc le précédent était quand même assez daté, je pense. Mais il mettait en loi justement le problème avec les écoutes illégales ou pseudo-légales. Ce qu'on peut dire, c'est que c'était pas un problème d'hier. Non. Enfin, d'aujourd'hui. Toutes ces lois, en fait, sont votées au fur et à mesure, mais leur application, elle, s'étend dans le temps, voire n'est jamais vraiment appliquée.
Une loi sur le secret des affaires a été promulguée le 30 juillet 2018. Ah, un instant. Une vidéo qui m'a échappé. Ça, c'est la loi pour le secret des affaires des entreprises. Ses principaux objectifs: protéger les entreprises contre le pillage d'innovation et lutter contre la concurrence déloyale. Désormais, l'obtention, l'utilisation ou la divulgation de certaines informations est illégale. Alors, quelles informations sont concernées? 3 critères cumulatifs sont retenus par la loi. Les informations en question ne doivent pas être connues du grand public ou du secteur professionnel concerné. Il doit s'agir d'informations qui ont une valeur commerciale, réelle ou potentielle, car elles sont secrètes. Enfin, elles doivent faire l'objet de mesures spécifiques destinées à les garder confidentielles. Voici 4 situations où le secret des affaires n'est pas protégé. Premièrement, en cas de contrôle ou d'enquête des autorités judiciaires ou administratives. Deuxièmement, lorsque le secret est divulgué par des journalistes dans le cadre de la liberté d'expression et du droit d'informer. Troisièmement, lorsqu'un lanceur d'alerte révèle de bonne foi, de manière désintéressée et dans le but de protéger l'intérêt général, une activité illégale. Enfin, quatrièmement, le secret des affaires n'est pas protégé non plus lorsqu'il s'agit d'empêcher ou de faire cesser toute atteinte à l'ordre public, à la sécurité, à la santé publique et à l'environnement. Voilà, ça normalement c'est le cadre légal qui force les entreprises à laisser certaines personnes pouvoir s'intéresser à leurs affaires. Mettez en place ce que la loi qualifie des protections raisonnables. C'est à cette condition que vous pourrez faire valoir vos droits devant les tribunaux. Une protection efficace, cela passe par 3 étapes clés. 1. L'identification précise des informations confidentielles. Toute information n'a pas vocation à être protégée. 2. Leur classification. L'entreprise doit faire l'effort de prioriser et hiérarchiser les informations. Pour cela, attribuez-leur des codes. Par exemple, C0 pour une information publique, C1 pour une information sensible, C2 pour une information critique et C3 pour une information stratégique. Enfin, 3e étape. Mettez en place les moyens adaptés à la protection des informations et définissez bien les personnes qui peuvent avoir accès à ces données. Un instant, je vous prie. Il y a un lien qui nous a sauté. On essaie de le retrouver rapidement. Voilà. Alors là, vous avez vu, il y a à la fois le cadre de la loi et on donne aussi les outils pour pouvoir s'en prémunir. Il y a toujours on vous donne l'antidote, mais on vous donne aussi le poison en même temps. Souvent. Rapidement, encore un commentaire de Vagabonde. Est-ce que tous les médias français appartiennent à des Français? On va le voir. Ou bien certains appartiennent à des étrangers qui peuvent ainsi agir sur une partie du débat public et sur la souveraineté d'une certaine manière. Justement, les Français détiennent en grande partie leurs médias, mais pas exclusivement. Ici, il y avait une vidéo intéressante de TV5 Monde. Enfin, oui. Ce schéma présentait justement l'entrelacement et les propriétaires principaux des médias français. C'est avant tout de grands groupes et ils se réunissent en groupes assez compacts finalement. Une concentration impressionnante. Moins de 10 milliardaires se partagent l'essentiel de la presse écrite, radiophonique et télévisée de France. Et le premier d'entre eux, plus grande fortune du pays, Bernard Arnault, via son groupe de luxe LVMH. Il possède les quotidiens Le Parisien aujourd'hui en France, Les Échos, Radio Classique, mais aussi des parts du groupe Challenge et de Sciences et Avenir. On connaît aussi Martin Bouygues, géant du BTP et des télécoms avec ses 9 chaînes du groupe TF1. Ou encore la famille Dassault, héritière du groupe laissé à sa mort par Serge avec Le Figaro pour titre phare. Il faut désormais compter avec Xavier Niel, le patron de Free, trublion des télécoms, qui investit en 2010 dans le groupe Le Monde, qui compte, outre le journal de référence, 6 autres titres. Depuis, il ne cesse d'investir dans la presse régionale et en ligne.
Un autre magnat des télécoms, Patrick Drahi, 9e fortune de France. Après le rachat de Libération, le patron du groupe Altis, maison mère de SFR, se constitue vite un empire médiatique avec Next Radio TV et ses stations RMC, BFM et BFM TV. Avec son argent, il importe aussi ses méthodes de gestion. Malgré les bénéfices, le groupe licencie un tiers des effectifs en 2020. BFM TV est une chaîne très rentable, RMC est une radio très rentable, toutes les entités produisent du bénéfice, on ne comprend pas pourquoi on veut faire ce plan. Et d'ailleurs, quand on pose la question à la direction, ce qu'ils nous répondent, c'est que c'est un plan par anticipation de ce qui pourrait éventuellement arriver par la suite. C'est une autre grève qui marque la reprise en main du groupe Canal+ par l'industriel Vincent Bolloré via Vivendi. Après avoir censuré des émissions sur Canal, Vincent Bolloré veut imprimer sa marque sur la chaîne Tout Info iTélé. En 2016, après 31 jours de grève, un tiers de la rédaction quitte la chaîne. Depuis, iTélé, devenu CNews, s'est transformé en arène. C'est vrai que depuis quand même qu'il a Canal+, c'est quand même beaucoup moins fun quand même Canal+. Ben, outre le côté qu'il a cassé certains programmes qu'on aimait bien, par contre, il faut remarquer la maestrie avec laquelle il l'a fait. Non, en fait, il l'a laissé mourir par le désintéressement du Mais c'est public. ça qui est très intéressant. Je prends l'exemple des Guignols, qui est un exemple à la fois extrême, mais très parlant. Il n'a pas directement annulé l'émission. D'abord, il a remodelé progressivement pour que ça devienne de moins en moins intéressant. Donc, l'émission n'a pas été annulée, elle était juste devenue ennuyeuse. Jusqu'à que ce soit le public de lui-même qui dise « Non mais si c'est ça, on préfère que ce soit annulé ». Et il l'a annulé. Les Guignols se sont effondrés sur eux-mêmes. Faute d'audience. Pourquoi? Parce qu'il avait juste modifié la formule. Et ça, c'est intéressant, justement, parce que sans pour autant aller à une annulation directe, il a manipulé pour que l'émission Oui, disparaisse. là où ça aurait pu peut-être nous créer des manifestations, des crises de colère. T'imagines, Et des en manifestations pour sauver les Guignols. c'est la solution la plus pacifique. Bon, on va te rendre un protag très bon, médiocre. Et C'est comme ça, hein. Déjà, autant comme la Révolution française, lorsqu'ils avaient en parlé, ben, à l'époque des Lumières, quand tu avais un intellectuel qui commençait à être trop élevé du peuple, ben, on le prenait, on le finançait, et on disait, non, maintenant tu vas écrire, s'il te plaît, sur ça, et aussi tu vas nous faire un traité de la beauté des fleurs au printemps. Les gens le trouvaient ennuyeux, et cessaient de le lire, et le problème était résolu. Un simple rachat. On fait là aujourd'hui la même chose avec des émissions. Une émission trop satirique, ou avec un opposant politique. ou avec un opposant politique. Un opposant politique, c'est encore un peu instable, parce qu'il peut avoir une crise de conscience et décider de dire tout d'un coup la vérité. Ça, c'est dangereux. Mais une Non, mais émission... si composée t'arrives à le d'une mettre équipe- en prison, tu le fais ressortir en disant que les fleurs sont magnifiques. qu'il s'est redécouvert en prison. Voilà. Bon. Je vois qu'on a eu encore des commentaires. Vagabonde, anticipé au cas où, mais on n'est pas sûr. Sacré motif de licenciement. Oui, c'est la présomption d'un futur instable qui nous rend encore plus instable dans le présent. Rendre médiocre pour que le public demande l'annulation, c'est donc comme ça qu'ils veulent se débarrasser de la démocratie à la demande du peuple du génie. Oui, mais en tout temps, ça a toujours été un... C'est l'une des meilleures stratégies. Les gens se lassent de ce qui les protège. Et ils demandent donc, enlevez-nous cette liberté parce que ça nous ennuie, ça nous rend trop tristes. C'est toujours cette logique. On va vous faire aimer ce que vous détestez, Mhm. et on va vous faire détester ce que vous aimez. Ouais. Il y a deux poids, deux mesures. C'est comme, tu vois, une musique pas terrible. Mhm. Tu l'aimes pas. Du départ, c'est ton premier ressenti, c'est ce qui représente ton vrai sentiment sur ton ressenti. Mhm. On te le fait écouter 100 fois dans la journée, tu finis par l'adorer, tu vois. Tu finis même par chanter les chansons, à les Après, tu peux fredonner. pas penser à autre chose. Voilà, tu commences à les fredonner. C'est ça, c'est donner envie, enfin, te donner envie d'aimer ce que tu détestes, et en contrepartie, rendre ennuyeux ce que tu aimes, de manière à ce que tu le détestes. Les mécanismes du pouvoir. Mais justement, la vidéo répond à la question qu'avait posée Vagabonde. La plupart des familles ici citées, ce sont des familles françaises. Et effectivement, la majorité des groupes médiatiques français sont conservés par des familles françaises, ou par des personnalités françaises. Un groupe de 10 pour contrôler pratiquement l'ensemble des médias français, c'est quand même pas mal. C'est extrêmement concentré déjà. Puis l'un des nouveaux enjeux, ça reste Xavier Niel, mais lui, il veut que la presse numérique. Parce que normal, c'est notre
Notre champion. C'est notre champion de la tech, tu vois. Il a révolutionné tout avec Free, il a tout compris. Donc, il y a un nombre réduit de propriétaires des médias. Les journalistes, quand ils voient que le propriétaire leur déplaît, ils vont quitter la chaîne. Donc, il y a un appauvrissement automatique de la diversité des opinions chez les journalistes. Voilà, chez les reportages auxquels on a accès. Les journalistes peuvent conserver leur opinion, mais s'il n'y a personne pour les diffuser, c'est comme s'ils n'existaient pas. Et on remarque, c'est pas qu'un tel a un journal, un autre a une chaîne. Non, c'est directement des regroupements énormes. À la fin du reportage, il y a encore un petit peu avant. Pour des polémistes de droite réactionnaire, une Fox News à la française. 7h08 sur Europe 1. Et l'inquiétude pointe désormais chez Europe 1. Vincent Bolloré s'est lancé à la conquête de la radio du groupe Lagardère, l'une des plus écoutées de France. Il envisage d'en faire le pendant radiophonique de CNews à 1 an de l'élection présidentielle. Ouais, ce reportage, il a déjà 3 ans, c'est ça. T'as vu, il est tout bronzé, il doit revenir d'Afrique. Il a pris le soleil. Faudrait qu'il nous le rende. Donc, vous voyez, du pendant légal, la France a toutes les lois qu'il faudrait plus ou moins pour avoir une presse libre, mais l'application de ces lois, elle, est remise en cause. Du point de vue économique, beaucoup de gens pourraient ouvrir leur propre chaîne, mais tu as des consortiums, des milliardaires qui, eux, ont tout racheté. Donc, ils canalisent l'ensemble de l'information. C'est ça le problème économique des médias en France. Donc, ça fait déjà 2 clous dans le cercueil pour avoir une liberté de la presse vraiment convenable. Une diversité d'opinions, etc. D'un côté... Non, puis même, j'ai envie de te dire, ouais. tu vois, d'un aspect personnel, j'ai l'impression que plus le temps passe, plus le pluralisme... médiatique s'effrite. Ouais. Mais à la longue, si ça continue comme ça, on va avoir un truc aux États-Unis. On va avoir une bipolarisation maximum. Et ouais, puis, finalement, les gens vont se désintéresser des médias. Et puis, en fait, ils vont faire ce qu'ils veulent. Et puis, de toute façon, ils arriveront à te dire, bah non, bah, ça a été dit à la télé. Mais comme tu te renseignes plus de la télé, que tu es découragé à regarder la télé, la politique s'occupe de toi. Et on te donne l'illusion d'un pays démocratique avec une presse libre. Oui, t'as que 2 choix. Et encore. Mais ça, c'est le truc, justement, c'est que les gens ne peuvent s'informer que par certains médias de presse. Si on contrôle ces médias de presse, même si les médias de presse font l'ombre sur une partie, les gens ne vont pas chercher eux-mêmes ces informations. Leur monde va se réduire à ce qu'ils voient à la télé et sur les médias d'Internet. Bah, en vérité, tu peux trouver, c'est d'ailleurs ce qu'on fait pour animer nos émissions, on arrive à trouver malgré tout, on y prend Le Monde, Libération. Ils sont tous tenus par ces riches hommes d'affaires, mais tu vois, tu vas trouver un média, enfin, tu vas trouver un article par-ci, un article par-là. C'est perlé. Disons qu'il faut croiser les médias. Il faut pas rester sur un média précis en disant, oui, c'est mon média, il est fétiche, c'est mon fétiche. Mais même la plupart du temps, sur des longs articles comme ça, on a 2 ou 3 phrases révélatrices qui sont passées sous le système de la censure de la rédaction et qui sont des perles de vérité. Mais c'est trop peu pour vraiment s'orienter, en fait. Surtout pour les personnes qui n'ont pas le temps de consacrer du temps à la recherche. Nous, on passe quelques heures sur certains sujets. On oriente les sujets comme ce que l'on voudrait trouver sur Internet, des documents un peu plus complets, plus global. Mais globalement, la personne qui travaille 40, 50, 60 heures par semaine n'a pas le temps de faire telle et telle recherche, de consacrer, je sais pas, 3-4 heures sur un sujet qui l'intéresse. C'est vrai. Et ensuite passer à la semaine suivante à un autre sujet tout aussi important. Non, mais c'est vrai, ce que tu dis, c'est totalement vrai. Et ça pose un vrai problème. Et voilà, donc, côté législatif, ça pêche. Enfin, législatif exécutif, ça pêche. Côté économique, il y a aussi un mécanisme qui se met en place de polarisation des opinions. Vagabond nous dit, il faut avoir du temps pour faire le tour d'horizon des médias. Peu de gens ont ce temps. C'est le temps qui est la ressource la plus précieuse qu'on nous empêche d'avoir. Toute la télépoubelle, etc. Des gens peuvent passer des heures devant.
Mais c'est justement, on canalise leur esprit. Non, c'est même encore pire. C'est même encore pire, c'est qu'on essaie de la crédibiliser comme si c'était un vrai média d'information. Et je vais pas le citer parce que ça va lui faire de la pub, mais j'en ai un en particulier dans ma tête. Il est très vu par les Français et à l'heure d'aujourd'hui, publiquement, il te dit que ce qu'il fait, c'est du média. Mhm. Alors que moi, des fois, quand je passe dessus, c'est juste la rubrique du chien écrasé, tu vois. Et toutes les immondices du tribunal, tu vois. Mhm. Oui, de quoi animer les passions, de quoi animer les foules, tu vois. De quoi te faire le buzz pour une soirée, pour le taux d'audience. C'est ça. Et on repasse le lendemain à quelque chose d'aussi dérisoire. Mmh. C'est la ronde du dérisoire. À savoir, il est copain avec Bolloré. Cervantes. Ah oui, je le connais. On était au golf hier ensemble. Mon ami, il est allé loin quand même. Il avait commencé léger. Enfin, presque. Mais voilà. Législatif, exécutif, on voit les failles. Côté économique, on voit le système qui se met en place. Maintenant, le dernier, en fait, problème avec la liberté de la presse en France, c'est tout ce qui est criminalité. Donc, entre le harcèlement, les violences, les assassinats aussi. Mm. Et pour ça, la France, elle a l'exemple qu'est Charlie Hebdo. Il faut savoir que Charlie Hebdo, l'affaire avait commencé avec la diffusion de caricatures de Mahomet qui était passée dans la presse scandinave. En Scandinavie, il y avait eu des tensions, mais finalement, c'était considéré comme pas grave. La liberté de la presse, justement la Norvège, premier au classement, avait dit qu'il n'y a pas de raison d'interdire ce genre de caricature. En France, ça s'est passé en plusieurs parties. Et d'abord... Il y a eu d'abord les locaux de Charlie Hebdo qui avaient été incendiés. Et il y avait eu le procès. Quelques années auparavant. Ouais. C'est passé donc par l'intimidation. Ensuite, il y a une tentative par la voie légale. Document d'archives, merci Ina. Peut-on caricaturer Mahomet et avec quelles limites? C'est la question qui est indirectement posée au tribunal de Paris depuis ce matin. L'hebdomadaire Charlie Hebdo est poursuivi, vous le savez, pour injure publique par plusieurs associations musulmanes. Et toute la journée, des témoins ont défilé à la barre dans une ambiance plutôt électrique. Dominique Verdaillan, Caroline Librecht. La scène vaudrait presque une caricature. Filmée dans la salle des témoins, un premier secrétaire du PS, un écrivain, un enseignant, une historienne. Au programme de leurs interventions, Charlie Hebdo. Alors qu'on lui présente à l'audience les caricatures incriminées, François Hollande déclare ne pas voir le côté injurieux soulevé par les plaignants. Le fait, dit-il, que les terroristes utilisent le prophète n'est pas niable. Attention, ajoute François Hollande, toute condamnation risquerait de déboucher sur une autocensure. Il faut que dans la République française, il y ait la capacité pour un journaliste, pour un dessinateur, de pouvoir dire ce qu'il pense. On a ici François Hollande. Avant qu'il soit président, vous remarquerez qu'il y a toujours le fait que les politiciens doivent défendre devant le public une énorme liberté de la presse, mais ils ont l'appui des groupes médiatiques principaux. Donc là, il y a une petite dichotomie, et ils y passent tous. Là, on a François Hollande. À un moment ou à un autre. Et ce qui doit être toujours protégé, c'est cette liberté-là, qui ne doit pas, bien sûr, dépasser des limites. Et les limites, précisément, n'ont pas été franchies. Si on ne défendait pas Charlie Hebdo aujourd'hui, ça voudrait dire qu'on ne défende pas demain d'autres organes de presse. Voilà pourquoi le combat de Charlie Hebdo est exemplaire. Merci. Ce matin, par un courrier lu par maître Georges Kejman, avocat du journal satirique, Nicolas Sarkozy avait lui aussi volé au secours de Charlie Hebdo. Maintenant, on a aussi Nicolas Sarkozy, aussi président, aussi donc défenseur de la liberté d'expression et de la liberté de la presse. C'est beau quand tout le monde se met d'accord sur un sujet. Des adversaires politiques liés main dans la main pour défendre Charlie Hebdo. Ça passerait plus aujourd'hui. Je préfère un excès de caricature à l'absence, avait écrit le ministre du culte, provoquant ainsi l'émoi des représentants de la Grande Mosquée de Paris. Une fois que M. Sarkozy, Bayrou et Hollande auront fait leur tour de piste, nous reviendrons aux choses essentielles, c'est-à-dire le droit et le dossier, et nous gagnerons. Ils ont perdu.
Dure journée pour les plaignants, dure journée pour le tribunal. Un certain nombre de témoins ont insisté. Pour eux, ce procès n'avait pas raison d'être, cela méritait tout juste un débat. Un autre témoin venu spécialement du Danemark a rappelé que son journal dans l'affaire des caricatures de Mahomet a purement et simplement été relaxé. Oui, C'était le Danemark, pas la Norvège. Donc là, c'était quand il y avait juste tentative de neutraliser Charlie Hebdo par la voie juridique. Je vois Vagabond qui dit « Ce qui me dérange avec ces procès et compagnie, c'est que seuls certains sujets sont remis en question et c'est toujours les mêmes. Les autres se font tirer dessus et ça ne dérange personne. » Bonjour, Bot Molten. Bonjour, Bot Molten. Tu parles de qui quand tu dis le mec au milieu ressemble à Benoît Poulvorde? Pujadas? Non. Le mec à gauche ressemble à McFly. Je sais jamais qui est McFly et Carlito. C'est des proches du président. Ils font des jeux ensemble et des roulades sur les Champs-Élysées. Oui. Ah, donc c'est moi, Benoît Poulvorde. Parce que oui, comme je suis centré sur la caméra. Bah bonjour, hein, Bot Molten. Il me signera un autographe ensuite. L'ère de l'Élysée, voilà. Et après le procès, comme le procès n'a pas pris, il y a eu une autre neutralisation de Charlie Hebdo et c'était l'attentat. Là, la vidéo dresse déjà un mini bilan parce que c'est une vidéo qui a été tournée 2 ans après. 7 950 000, c'est le nombre d'exemplaires vendus du numéro des survivants de Charlie Hebdo après l'attentat du 7 janvier 2015. Bon, enfin, ce qu'il y a de drôle, tu vois, par exemple, on meurt aujourd'hui, tout le monde parle de nous. Donc il faut vraiment mourir pour qu'on parle de toi, tu vois. Ces propos des fondateurs de Charlie Hebdo en 1981, au moment de l'arrêt de la première version de l'hebdomadaire satirique, sonnent aujourd'hui comme un présage. Il y a 2 ans exactement, le 7 janvier 2015, le journal perdait 8 de ses collaborateurs tués par les frères Kouachi. Plusieurs semaines après le tragique événement, le monde entier sera Charlie. Le journal n'aura alors jamais aussi tristement fait parler de lui et n'aura surtout jamais connu un tirage aussi élevé. Le numéro des survivants sorti le mercredi suivant l'attentat est exceptionnellement tiré à 7 950 000 exemplaires. Le dernier record était détenu par François avec 2,2 millions d'exemplaires imprimés à la mort du général de Gaulle. Depuis sa création en 1970, les ventes de Charlie Hebdo ont connu des hauts et des bas. En 1992, après 11 ans de silence... Il faut savoir aussi que les ventes, justement, de Charlie Hebdo, elles sont... C'est comme le pump du XRP, tu vois. Volatile. Volatile, c'est le... Ça monte, ça descend. C'est de la... Pardon, pas ça descend, ça baisse. C'est une crypto-monnaie. Le journal revenait à l'imprimerie. Les signatures sont restées les mêmes, avec en prime une nouvelle génération de dessinateurs, tout aussi bêtes, tout aussi méchants. Un panel représentatif de 1000 cons. De 1000 cons. Pour solliciter leur avis. Pour savoir quel journal ils voulaient voir. Et quand on a su le résultat, on a fait exactement le contraire. Cette nouvelle mouture de Charlie Hebdo est tirée à 120 000 exemplaires. Après un tirage régulier à 140 000 jusqu'en 2006, une baisse constante s'amorcera jusqu'au tragique 7 janvier. Mais l'émotion cristallisée autour de l'hebdomadaire s'essouffle. Aujourd'hui, Charlie est imprimé à 100 000 exemplaires. Rappelez-vous, une semaine après la tragédie, on s'arrachait le 1178e numéro de Charlie Hebdo dès l'aurore. Ça fait un moment qu'on tourne pour essayer de l'avoir, justement. Vous êtes levé à quelle heure, vous? On s'est levé à 3h. 3h du matin. Vous êtes content? Ah oui, très, mais je suis en retard surtout. Il faut que j'aille travailler maintenant, donc voilà, je suis Charlie. Mais si les ventes en kiosque diminuent, le journal peut compter sur ses fidèles lecteurs. De 10 000 avant l'attentat, le nombre d'abonnés est aujourd'hui de 183 000. L'effet Charlie demeure encore. Ça me fait... tu sais à quoi ça me fait penser? Ça me fait... Ça me fait penser à... Tu te rappelles quand il y a eu la levée du Covid? Ouais. Et les gens qui sont partis tous se prendre en photo terrasse de café, tu vois. Il y a un peu cet effet, tu vois. C'est stimulation momentanée. On en profite sur le coup et on s'affiche.
Mais le fond de l'affaire, en fait, c'est que il y a eu une tentative d'intimidation par l'incendie, il y a eu un procès, et l'un n'ayant pas marché, l'autre non plus, il y a eu une mise à mort. Et c'est là où on voit en fait à quel point la France, elle, a des problèmes vis-à-vis de cet environnement socio-culturel qui fait que la presse n'est pas libre non plus. Après les attentats sur Charlie Hebdo, il y a eu des journalistes qui ont dit justement qu'il fallait s'auto-censurer par simple mesure de précaution, par simple besoin de survie. S'il y a de telles choses qui existent dans ce pays, qu'elles soient acceptées ou non, hein, c'est tout le monde condamné, mais ça a quand même eu lieu. Et ensuite, l'affaire Samuel Paty a révélé à nouveau cette même faille, juste évoquer cet incident dans une classe d'enfants pour parler justement de liberté d'expression lui a valu aussi une mise à mort. Ça tourne tout le temps, de la même façon. La liberté de la presse en France, de cet aspect-là, n'est pas garantie. Ni la loi, ni l'économie, ni la société ne garantissent la liberté de la presse à la France. Et puis ça va pas aller en s'améliorant. Non. Mais bon, on a gagné quand même des rangs. Hein. Mm-hmm. On est passé de la 26e place à la 24e place.